Bonjour Misia, Bonjour Séverine. nous voilà pour notre quatrième vidéo psychophilo qui en fait va aborder le thème de l'acceptation. On a parlé dans les trois premières vidéos de l'accueil et on a mis aussi en lumière dans cet accueil des ressources qu'on peut trouver pour justement accueillir ce qui se passe en nous. Et nous allons maintenant passer à notre deuxième thème qui est l'acceptation. Oui, effectivement, et l'acceptation, on peut en avoir deux compréhensions différentes. Donc, dans un premier temps, accepter vraiment ce qui est arrivé, ce qu'on a vécu, ce qui a eu lieu. Et d'autre part, il y a aussi des choses que l'on peut accepter ou pas dans la vie. Et il y a clairement des événements qui peuvent être inacceptables, même s'ils ont eu lieu, et que c'est important d'accepter qu'ils aient eu lieu. Euh, Et donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer plutôt sur accepter ce qui est arrivé. Oui. Et je pense que les stoïciens ont quelque chose à nous raconter à ce sujet. Et oui, accepter ce qui est arrivé et ne pas continuer à vouloir que ça a été autrement, c'est important. Et effectivement, les stoïciens, donc Épictète, un des représentants du stoïcisme, a des choses très intéressantes à dire là-dessus. Il invite à distinguer deux choses dans l'ordre du monde. C'est-à-dire qu'il y a les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Alors pourquoi est-ce que cette distinction est importante? Eh bien parce que si je m'évertue à vouloir changer ce qui ne dépend pas de moi, mais je vais y perdre mon énergie, je vais être frustrée et arriver un peu dans le désespoir et le désordre des passions. Mm. Et donc l'idée de cette distinction, c'est de pouvoir aussi s'axer sur ce qui dépend de nous, mais aussi, très important, accepter ce qui ne dépend pas de nous. Mm. Alors, ça ne veut pas dire être défaitiste, hein, mais ça veut dire que justement, puisque ça ne dépend pas de moi, je ne m'évertue pas à y perdre mon énergie. À propos de ce qui dépend de nous, chez les stoïciens, ça va être beaucoup ce qui est intérieur à nous. Donc, les événements, ils arrivent de l'extérieur et finalement, on a peu de prise dessus. Mais quand il y a quelque chose quand il y a une image qui vient nous troubler l'esprit, Épictète euh, nous dit, ben, pense à te dire en face de cette image-là, tu n'es qu'une image et non pas la réalité dont tu as l'apparence. Mm. Et donc il y a ce dédoublement entre les événements tels qu'ils arrivent et puis le jugement que je porte dessus et comment moi je les reçois. C'est là-dessus que je vais pouvoir avoir vraiment une influence et l'acceptation en fait partie. Accepter ce qui est arrivé, Mm. accepter ce qui ne dépend pas de nous. En fait, dans ce sens-là, l'acceptation stoïcienne nous oblige à revenir aussi à ce qui est de nécessité, on va dire, ce qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'en philosophie, la nécessité, on va la définir comme ce qui ne peut pas ne pas être ou ce qui ne peut pas être autrement qu'il est. Mm. Et donc, ben, effectivement, dans ce qui nous est arrivé, ben, aujourd'hui, je ne peux pas faire que ça n'ait pas eu lieu ou que ça ait lieu autrement. En effet. D'où accepter cette nécessité-là. Ça nous aidera, on peut dire, dans les thèmes qui nous intéressent en lien avec tout ce qui est thérapie et psychologie aussi, c'est que ça va nous aider aussi euh, étonnamment aussi, à ensuite reprendre notre responsabilité. Et oui, en effet, oui, reprendre sa responsabilité, puisque s'il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas de prise, s'il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, je peux aussi déterminer ce qui dépend de moi. Et là, j'ai toute la responsabilité à prendre et reprendre un peu, parce que prendre sa responsabilité, c'est aussi un peu reprendre le pouvoir sur sa vie, quelque part. Et, euh, et aussi, on le verra plus tard, accepter quelque chose ou pas. Déterminer Oui, si j'accepte quelque chose ou pas, si quelque chose est acceptable. Et moi, je vois, quand tu me parles de nécessité, Séverine, euh, et d'accepter un peu cette nécessité, c'est aussi, quand on regarde un peu un chemin thérapeutique, une des nécessités à accepter, ce sont nos failles. bien sûr. Euh, Parce que finalement, l'endroit où nous réagissons vis-à-vis d'un événement qui ne dépend pas nécessairement de nous,
c'est l'endroit de nos failles, c'est là où il y a encore quelque chose qui est réactif, où il y a encore une blessure qui n'est pas totalement soignée. Et c'est par là que rentrent aussi tous nos petits démons intérieurs qui parfois restent un peu plus longtemps si on ne va pas les accueillir et qu'on n'accepte pas qu'ils existent. Ça réel, Il y en a qui ont besoin de se montrer. c'est ça, ça réagit à l'intérieur de moi. Eh bien, créons l'espace pour les accueillir. Oui. Et oui, accepter nos failles, accepter notre passé. Accepter notre passé, mais aussi ben, nos ombres, nos failles, ces blessures non encore guéries et qui peuvent aussi, à certains moments, tu me disais, apparaître pour certaines personnes comme s'il y avait un monstre intérieur, parce qu'en fait, on n'a pas encore, ok, on n'a pas encore accepté. Et donc, on réagit un peu d'une manière automatique, hein. Et ça Oui. semble hors de... On se sent un peu impuissant parce que cette réaction se déclenche un peu automatiquement. Oui, tout à fait. Et ça fait partie aussi de ce travail d'acceptation, euh, de juste observer, accueillir et accepter que ce soit là, que ce soit présent. Parce que finalement, il y a aussi un sens à cette présence de nos petits monstres-là. Et s'ils sont là, c'est pour nous passer un message. Parfois, ils ne le font pas d'une manière des plus à droite, on va dire, mais ils sont là pour nous passer un message, en tout cas pour nous communiquer une information dont on n'a pas nécessairement conscience, oui. D'accord. Euh, Donc, les accepter, ça veut dire que ça va t'amener à peut-être à te connaître mieux, à te connaître plus dans le fond. oui, et cette acceptation, elle part de notre cœur compassionnel. C'est le Mhm. cœur qui accueille et qui permet, parce qu'il s'ouvre et qu'il inonde presque toutes ces parts en souffrance de sa compassion, on arrive après à accepter qu'elles soient là, on arrive à accepter la souffrance qui se cache là derrière, hein, parce que finalement, les monstres qui peuvent être présents, ils ont... Parfois, ils protègent, hein, ce sont des monstres parfois qui protègent des parts en souffrance aussi. C'est pour ça Oui, qu'ils ont l'air un peu monstrueux, parce que leurs réactions ne sont pas nécessairement acceptables dans la oui, société. oui, Pense parfois à des réactions un peu colériques ou d'autres choses, hein, des fuites peut-être, quelqu'un qui part en claquant la porte et puis on ne le voit plus pendant tout un moment, alors que peut-être on aurait eu envie de continuer un échange pour régler quelque chose. oui. Comme si nos réactions qui peuvent blesser aussi les autres, qui peuvent abîmer les liens, en fait, viennent s'attacher sur ces parties qui elles-mêmes ne sont pas acceptées. Et le mal vient se glisser, le mal, le malheur. Hein. Quand je dis le mal, c'est aussi en référence au malheur par rapport au bonheur. Il va venir se glisser à cet endroit-là, là où le cœur compassionnel n'a pas encore été suffisamment présent pour accueillir ce qui est. Tout à fait. Et, euh, et parfois, ce sont aussi des choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Parce que ça peut être aussi des reliquats même, ou bien parfois carrément des bagages que nous avons reçus d'autres générations et qui sont d'un seul coup mis en lumière, parce que parfois on n'en a pas conscience non plus, on ne sait pas, on n'a peut-être pas l'info, ou il y a des familles où il y a beaucoup de non-dits. Euh, Oui, et, et parfois ces informations arrivent comme ça d'une manière peut-être violente aussi, euh, inattendue en tout cas. Euh, et ça peut provoquer aussi... moi, je me souviens, moi-même, quand j'ai fait ma thérapie de fond, euh, il y a un moment où j'ai eu des parties de moi qui avaient réellement peur d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. mm, Mon Dieu, parce qu'elle s'imaginait qu'il y aurait des monstres, mais que l'intensité serait telle de ce qu'il y avait là-bas que ce serait insoutenable.
Et j'avais d'autres parties qui avaient honte à l'avance. Elles ne savaient pas ce qu'il y avait, ce qu'on allait découvrir, mais ça allait sûrement être un truc honteux. Et donc, d'où la difficulté parfois. Évidemment, c'est difficile ensuite, en ayant ces croyances aussi, hein, il y a tout un système de croyances qui est là, mais euh, c'est difficile d'avoir le courage d'aller observer, aller accueillir et ensuite accepter que ça puisse exister. Déjà, rien que le fait d'accepter que ça puisse exister, parfois c'est compliqué. Oui, C'est compliqué et tellement important parce que ça va aider à sortir justement tu parlais de honte, ça va aider à sortir de la honte, ça va aider aussi à sortir de la culpabilisation pour ensuite pouvoir vraiment reprendre sa responsabilité. tout à Et fait. ça demande du courage, hein. Et en même temps, mais c'est intéressant de voir que par rapport à notre quête du bonheur, en fait, on ne peut pas avoir une quête du bonheur si en même temps on n'accepte pas ce qui nous a rendus malheureux. Ah oui, Comment savoir où est le bonheur si je ne sais pas en partie aussi ce qui peut rendre malheureux? C'est intéressant de voir ça. C'est intéressant aussi parce que dans notre monde aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'injonctions au bonheur. C'est comme un mot d'ordre, il faut être heureux. Et puis en plus, ben, on vous vend tout ce qu'il faut pour l'être, hein. Et le développement personnel aujourd'hui va nous vendre toutes sortes de recettes. Et en fait, derrière, il y a cette injonction à être heureux. Et bien, si on n'y arrive pas parce qu'effectivement, on n'a pas encore accepté des choses importantes à l'intérieur de nous, ce qui nous est arrivé, ben, ça va nous culpabiliser. Donc, j'essaye la recette, il y a tout un business, hein, on va être business du bonheur autour de ça, donc on essaie la recette. Et ben, en fait, on n'a pas accepté que dans la vie, il y a aussi du malheur, qu'on en a vécu, et la recette ne marche pas. oui, Elle ne marche pas, elle marche temporairement, mais sans doute pas à long terme. oui, oui, parfois elle marche pas et ça peut aussi entacher en plus la confiance en soi, l'estime de soi, euh, l'amour de soi. Puisque ça n'a pas marché, ben, je suis vraiment trop nulle, quoi. Mm. Tout le monde y arrive sauf moi. Mm. Mais je vais pas le dire alors, peut-être. Ah mais non, parce que c'est la honte, évidemment. Mm. Mais puis je culpabilise parce que j'y suis pas arrivée. Mm. Et on a bouclé la boucle, je crois. Ouais. Et puis aussi, ben, ça peut amener une forme de... C'est une recette qui va marcher un temps, hein, mais je l'ai terminée, ben, je vais acheter autre chose, et puis encore, je vais encore essayer autre chose. Ça fait un peu, enfin, ce cycle qui est aussi le cycle dans lequel la société de consommation va nous entraîner, hein. Et aujourd'hui, ben, je pense que on voit bien qu'il y a une forme de consommation dans ce qui est vendu au niveau du bien-être, au niveau du bonheur, mais au niveau aussi du développement personnel. Ça peut en fait entretenir une forme d'addiction aussi. Parce que je vais vers quelque chose qui va un temps m'apporter ce que je pense être de l'apaisement, et puis ça s'arrête, et puis il faudra autre chose. On peut parler ici de culpabilité, mais aussi d'addiction, parce Oui, qu'en fait, il peut y avoir encore en dessous une faille ouverte qui n'a pas été acceptée, et on va essayer de la recouvrir avec autre chose et de ne pas la sentir. oui, 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 j'aime bien l'image de l'addiction qui met un voile sur la souffrance, en fait. Puisque quelque part, c'est un peu ça le mécanisme. Il y a quelque chose, il y a une souffrance intérieure, je cherche une solution à l'extérieur, la satisfaction est momentanée, je cherche autre chose, ou bien je prends une plus grande dose de, de ce qui peut me faire du bien. Prenons un exemple d'addiction et de toute la spirale que ça peut engendrer, en fait, mais je ne sais pas si tu veux peut-être parler de Schopenhauer avant ou... Et je Oui, donne en lien l'exemple après. avec cette spirale. C'est vrai que Schopenhauer est intéressant parce qu'il décrit très bien, il décrit le mécanisme du désir et de la satisfaction temporaire et limitée des Hmm. désirs, qui en fait, quelque part, peut nous parler aussi de ce qu'on va nommer en thérapie ben, les addictions et le mécanisme. Ce que Schopenhauer nous dit, c'est que en fait, le désir vient toujours du manque.
Et Mm. donc, pour combler Donc, si ça vient du manque, ça vient aussi de la souffrance. Il y a une forme de souffrance. Pour le combler, eh bien, on va satisfaire un besoin, un désir, mais la satisfaction va y mettre un terme, mais ça va toujours être limité. Et elle va engendrer plus de souffrance et plus de frustration parce que pour un désir qu'on satisfait, il y en a 10 autres qui ne le sont pas. Et la satisfaction, elle est temporaire. Et donc, comme elle est temporaire, ben, les exigences vont revenir très peu de temps après, ou un peu plus longtemps, mais en tout cas, ça va revenir. Et finalement, ben, c'est bref et c'est très court. Donc, on a un tourment, on essaye de combler ce tourment et ce vide qui nous fait ressentir par une satisfaction, mais en fait, on remet à plus tard à chaque fois le tourment. Donc, Mm. on est vraiment dans un cercle vicieux que Schopenhauer va d'ailleurs comparer aux Danaïdes qui sont dans la mythologie grecque, donc punis pour avoir tué leur mari. Et je ne vais pas raconter toute l'histoire des filles de Danaé, mais leur punition, c'est qu'elles sont condamnées éternellement à remplir un tonneau qui est percé. Et donc, évidemment, elles essaient de remplir le tonneau, mais comme il est percé, ben, elles n'y arrivent jamais. Ah oui, ça. Ce qui nous parle de ce désir qui est insatiable, en fait, et qu'on n'arrivera jamais à combler. Mm. Cette description qu'il nous fait de ce mécanisme du désir est très étonnamment semblable à ce qu'on peut vivre dans les addictions quand on est sur cette couche extérieure, justement, qui est l'addiction, pour ne pas sentir une souffrance qui a pu être vécue. Oui. Euh, ça me ramène ça me ramène au schéma utilisé par allez, la théorie de l'Internal Family System, l'IFS, où le, ça schématise un peu notre être intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que au centre, dans notre cœur compassionnel, donc au centre est notre essence de l'être, celle qui est capable d'accueillir, d'accepter, de transformer les choses en fait à travers le cœur justement. Et puis nous avons, normalement quand on vit un événement difficile, notre système nerveux est capable de le digérer en 3 semaines. Ça, c'est comme ça que nous sommes construits. Euh, et la plupart du temps, heureusement, ça fonctionne bien. Euh, et puis, si ça ne fonctionne pas, si l'événement n'est pas digéré, eh bien, on a, euh, dans cette vision-là de l'IFS, on a une partie de nous qui est déconnectée de ce cœur, de ce centre, où on a toutes nos qualités, nos ressources, nos capacités de résilience aussi à avancer, à aller de l'avant, à transformer les choses, à regarder, à poser un regard différent. Et donc, quand ces parties sont déconnectées de ce centre qui est plein de ressources, elles portent cette souffrance qui n'a pas été digérée, en fait. Donc, chaque partie porte sa souffrance, ça devient vraiment un fardeau, littéralement. Parfois, il se dépose dans le corps, hein. On a des parties du corps qui le portent, ce fardeau. Euh, et puis, puis le système aimant, notre cerveau, notre système nerveux aimant un statu quo est plutôt, quand même, on recherche quand même, hein, on cherche le bonheur par défaut, mais donc on cherche aussi une certaine stabilité, on n'aime pas souffrir, nous les humains, hein. Donc, il y a des mécanismes qui se mettent en place pour protéger de cette souffrance qui est là présente. Et on les appelle d'ailleurs dans ce modèle les protecteurs. Et donc, un des protecteurs, il y a deux familles de protecteurs. Il y a les pompiers qui éteignent le feu. Donc, le pompier, lui, typiquement, il y a le feu, il vient, il arrose, il fait en sorte que ça se calme. Et puis, il y a les managers qui sont un autre type de protecteurs qui, eux, sont les parties qui sont bien vues par la société. Sages, bien calmes, toujours, enfin, posés avec de bonnes compositions. Voilà.
Mais parmi les pompiers, on a notamment les parties qui sont responsables des addictions. Il y a d'autres manières, hein, il y a d'autres mécanismes de protection qui peuvent se mettre en place, mais typiquement, les addictions, ça fait partie de ça. Mm. Oui. Face à un vide, à une souffrance ressentie, il y a une forme de quête en avant vers l'extérieur, en fait, hein. C'est une illusion de quête de bonheur, quelque part, puisque au final, le feu est éteint, mais ce que je comprends, c'est que la douleur à l'intérieur, elle, n'a toujours pas été ni accueillie ni acceptée. Non, non, Ce que la part a vécu n'est pas encore accepté. non, du tout. Du tout, le pompier est là pour, justement, pour baisser l'intensité de la souffrance, parce que ça Et devient oui. trop insupportable pour le système. Donc il dit non, là, stop, tu ne vas pas commencer à nous embêter encore avec tes histoires. Euh, je coupe. C'est son mode de fonctionnement. Et donc on On peut pourrait très bien... dire alors que Oui, oui, vas-y, oui, vas-y, vas-y, vas-y. on pourrait dire que le premier pas pour accueillir et puis accepter, alors ce serait d'abord d'accepter le vide qui est en soi, qu'on ressent en dessous. Et oui, et ça peut faire peur aussi, hein. Ça peut faire peur, oui. Accepter déjà qu'il y a quelque chose qui est là, je ne sais peut-être pas ce que c'est, mais ça existe, et puis que je ressens, accepter de ressentir du vide. Sortir, quand on est dans une addiction qu'on veut en sortir, il y a ces moments de sevrage qui peuvent être terribles pour les personnes, hein, d'accepter dans leur corps de ressentir une forme de manque, de Hmm, ressentir un vide aussi. hmm. Oui, Et ça semble nécessaire pour pouvoir effectivement retrouver peut-être la partie exilée, ce qu'elle a vécu. oui. Euh, Reconnaître aussi, oui, la partie exilée, ce qu'elle a vécu, puisque comme le protecteur la protège, il porte bien son nom, hein, le pompier, là, en l'occurrence, on n'a pas nécessairement accès, on ne voit pas trop quelle est la blessure qui est cachée derrière, pas nécessairement. Mm. Et donc, dans un premier temps, l'acceptation va passer par accepter que le protecteur soit là, qu'il existe en fait. Alors, je vais Mm. peut-être donner maintenant l'exemple d'une addiction comme ça qui protège. Euh, Imaginons, je vis un deuil, je suis vraiment hyper triste. Enfin, le deuil avec toutes ses étapes, donc le déni, la colère, la négociation, la dépression, la tristesse immense. Et seulement après, d'après le modèle de Elisabeth Kubler-Ross, on peut seulement après, quand on a réussi à laisser se déposer toute cette tristesse, euh, on peut commencer à aller vers une acceptation de ce qui a eu lieu. Mais bon, parfois, on fait des allers-retours dans tout ça. Et ce qui parfois rend le travail de cette acceptation plus difficile, c'est le protecteur qui est là. Et donc, dans le cas de mon deuil, voilà, j'ai perdu un être qui m'était très cher. Imaginons, euh, c'est hyper difficile. C'est tellement, c'était inattendu. La souffrance est telle que j'ai l'impression que je ne vais pas y survivre, en fait. Tellement ça me fait de la peine. Et donc, qu'est-ce que je fais? Moi, ce qui me fait du bien, moi, j'adore courir. Donc, je ressens une petite souffrance, je vais courir. Et puis, au fil du temps, au fil des jours, puisque je n'ai pas pris j'ai pas eu le courage encore d'aller voir ce qui se passe avec cette part en souffrance, qui vit le deuil, parce que c'est trop. Donc, je cours un peu plus chaque jour. Et au bout d'un moment, j'arrive à 20 heures, 20 heures de sport cumulées par semaine. C'est pas mal, hein, 20 heures, parce que ça fait 3 heures par jour à peu près. Et la réalité, c'est qu'on y est vite aussi, on y arrive vite. Imaginons, je cours 1 heure le matin, 1 heure le soir, à midi, je vais à la salle de sport 1 heure pendant ma pause déjeuner. Tout ça dans les moments où il y aurait peut-être la possibilité que je puisse aller à la rencontre de cette souffrance. Mais non. En fait, le job là du pompier, c'est d'éviter la souffrance. Je la coupe et donc je cours. Seulement, évidemment, les mécanismes d'addiction, ils peuvent apporter vraiment
une souffrance supplémentaire, en plus mettre en danger même finalement, parce que si je vais courir, moi, avec mon gabarit à 23 heures, je peux faire de mauvaises rencontres potentiellement, donc je me mets en danger comme ça, mais aussi à force de faire 20 heures de sport par semaine comme ça, alors que je n'y étais peut-être pas préparée, mon corps peut lâcher à un moment donné. Je peux avoir une grosse blessure ou peut-être même de plus gros ennuis de santé, des carences ou vraiment un accident vasculaire, pourquoi pas. Donc, on les appelle les protecteurs, mais quand ils prennent un peu trop d'ampleur, ils peuvent faire du tort plutôt que d'apporter un soulagement. Ce pourquoi normalement ils se mettent en place, hein, parce qu'ils sont de bonne foi en général, ces protecteurs. Oui. Oui, ils entendent préserver finalement le système de trop de souffrance, mais comme cette souffrance n'a pas été accueillie, ils réagissent parfois trop fort. Oui, tout à fait. Et finalement, le travail là va consister aussi à aller reconnaître aussi le rôle de ce pompier-là qui agit en bonne foi. Lui qui veut Oui, éviter, il veut éviter la souffrance. Il n'a pas trouvé d'autre moyen que ça, donc lui, il fait ce qu'il peut. Mais oui. on n'aura pas accès à la part en souffrance tant qu'on n'aura pas accepté de reconnaître le job qu'il a fait, ce protecteur, en fait. Et seulement après, avec négociation avec lui, on peut accéder à la part en souffrance. Parce que lui, il n'a pas envie que l'intensité de la souffrance, elle remonte, hein. Donc quand on est en thérapie, clairement, c'est important de les accueillir, ces protecteurs. Et oui, ça va permettre après d'accepter ce que l'exilé a vécu. Oui, tout à fait. Ça pourrait être intéressant que tu nous mettes sous la vidéo, hein, parce que c'est une représentation, une manière de représenter notre système intérieur assez particulier. Si tu pouvais mettre un petit schéma quand la vidéo sera postée, avec une façon de représenter justement cet exilé, ses protecteurs, le centre du système en IFS. Oui, 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 je ferai ça. Je mettrai un schéma, une photo de schéma, illustration. Et donc, ce qui se trouve dessous et qui est accepté, ça va être souvent des blessures. Et puis, il va y avoir des émotions fortes peut-être qui vont revenir. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, tant que c'est pas accepté, il y a rien il y a pas grand-chose qui va bouger, qui va vraiment changer. Mais quand on accepte, ben, finalement, les choses là, elles vont continuer, elles vont commencer plutôt à se transformer, elles vont commencer à bouger. Alors, on va pas effacer complètement les blessures, hein, mais la transformation va commencer. Oui, On n'est plus obligé de lutter. c'est ça. On peut déposer les armes. C'est pas mal Et ça. oui, déposer les armes. Et puis, ça nous mène vers une autre vision du bonheur aussi, qui est ben, accepter ce qui est et aussi se contenter, se satisfaire de ce qu'on a, de ce qu'on est. Oui, et de ce qu'on est aussi, avec toutes nos colorations, notre kaléidoscope intérieur. Schopenhauer, qui nous décrivait très bien le mécanisme du désir, ne dit pas que pour autant on ne peut pas avoir accès au bonheur. C'est juste que le bonheur ne va pas se trouver dans ces satisfactions temporaires Hmm. par la poursuite des désirs et qui nous mènent toujours en fait à l'extérieur de nous. Mais il dira que ben, pour être heureux, en fait, on a à se satisfaire de la gratitude en fait pour ce qui est présent, ce qui est possible si au lieu de penser toujours à ce qu'on n'a pas, on s'imaginait que on perdrait ce qu'on a. Et là, on se rend compte en fait de l'importance et de la valeur de ce qu'on a, ce qui peut mener à une forme de gratitude justement pour ce qu'on a et ce qu'on est. Hmm. Ça, c'est intéressant. Le chemin du bonheur passe par la gratitude, par exemple. Et oui, Et de la s'imaginer, oui, gratitude. plutôt que oui, c'est intéressant ce que tu dis là, Séverine, parce que Euh, très souvent, on dit, mais visualise ce que tu veux, ce vers quoi tu as envie de tendre. Fais comme si c'était déjà présent dans ta vie et ça finira par se réaliser puisque tu vas mettre les actions en place au bout d'un moment. Ok, très bien. Mais regarder différemment, porter un autre regard aussi en se disant, mais et si je venais à perdre tout ce que j'ai?
Et là, se rendre compte qu'en fait, mais c'est déjà pas mal tout ce qui est là. Et Et accepter, oui. se satisfaire de ce qui est. Oui, en effet. Et puis, on est aussi, avec la démarche ici, dans un retour à soi, hein. Revenir à soi, ne plus être toujours dans la course vers ce qui nous manque, mais revenir à nous. Hmm. Oui. Ouais, c'est... Finalement, c'est apaisant, comme Oui, c'est réconfortant comme perspective, je trouve. oui, c'est réconfortant. Puis ça nous permettra, ben, on en parlera dans la seconde vidéo, hein, après, d'aller vers, ben, alors, qu'est-ce que nous acceptons, qu'est-ce que nous n'acceptons pas dans notre vie, et la question aussi des valeurs pour lesquelles on est prêt à, à faire des efforts, en fait, aussi dans la vie. Ah oui, 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 ce sera aussi une exploration intéressante, les valeurs. Mais, et je crois que tu as un exercice très intéressant, une expérience à vivre que tu vas nous proposer par rapport à l'acceptation aussi. Oui, euh, j'ai pris comme exemple, enfin, on va faire un exercice de tapping, donc on va un peu tapoter deux endroits, sous le menton, enfin là, le menton et sous le nez. Et on va, j'ai prévu de faire un recadrage sur une décision. On prend beaucoup de décisions dans la vie, et donc parfois il arrive qu'on regrette des décisions qu'on a prises. Et parfois, c'est difficile d'accepter le fait que, zut, mais j'aurais dû faire différemment, oui, mais bon, voilà. Le... Mon moi de l'époque a fait du mieux qu'il a pu et il a pris cette décision-là, même si aujourd'hui, peut-être, c'est difficile pour moi de l'accepter, en effet. Donc voilà, on peut... Donc ce qu'on va faire, moi je propose, là, je vais dire une phrase et vous pouvez le répéter après moi et on va continuer à tapoter. Et comme ça jusqu'au bout. Même si j'ai pris cette décision par le passé Même si j'ai pris cette décision par le passé et que c'est difficile pour moi de l'accepter encore aujourd'hui. et que c'est difficile pour moi encore de l'accepter aujourd'hui, Je m'aime et je m'accepte je m'aime et je m'accepte telle que je suis aujourd'hui. telle que je suis aujourd'hui. Je suis quand même une chouette princesse. Je suis quand même une chouette princesse. Je suis quand même un mec sympa. Je suis quand même un mec sympa. Et c'est normal Et c'est normal que j'ai pris cette décision à ce moment-là. que j'ai pris cette décision à ce moment-là. Je l'ai fait avec les informations dont je disposais. Je l'ai fait avec les informations dont je disposais. D'un autre côté, une autre réalité, D'un autre côté, une autre réalité, c'est que je ne suis pas obligée de m'identifier à cette décision. c'est que je ne suis pas obligée de m'identifier à cette décision. Moi, Mietia, et utilisez votre prénom, Moi, Séverine, je suis bien plus que cette décision. je suis bien plus que cette décision. Je m'ouvre à la possibilité Je m'ouvre à la possibilité de digérer les choses différemment, de digérer les choses différemment, de les vivre avec une plus juste distance émotionnelle. de les vivre avec une plus juste distance émotionnelle. Je m'ouvre à la possibilité Je m'ouvre à la possibilité de prendre des décisions épanouissantes pour moi. de prendre des décisions épanouissantes pour moi. Je m'ouvre à la possibilité Et je m'ouvre à la possibilité de me dire oui. de me dire oui. Hmm. Hmm. Bon, voilà. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça a ouvert un petit espace là. Ça fait du bien. Ça donne une bulle d'oxygène. Oui, c'est vraiment important de rappeler qu'accepter, en fait, comme on le voit là, c'est que ça ne veut pas, ce n'est pas s'identifier, mais c'est ressentir qu'on est plus que cela aussi. Oui, en effet.
Et peut-être qu'Épictète a encore un petit message à nous donner. Il me semble que c'est Épictète que tu Oui, as préparé, oui? oui, c'est un passage d'Épictète dans le manuel. Hmm. Voilà le texte. Ne me demande, ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu veux, mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Souviens-toi que la fin de tes désirs, c'est d'obtenir ce que tu désires, et que la fin de tes craintes, c'est d'éviter ce que tu crains. Celui qui n'obtient pas ce qu'il désire est malheureux, et celui qui tombe dans ce qu'il craint est misérable. Si tu n'as donc de l'aversion que pour ce qui est contraire à ton véritable bien et qui dépend de toi, tu ne tomberas jamais dans ce que tu crains. Mais si tu crains la mort, la maladie ou la pauvreté, tu seras misérable. Transporte donc tes craintes et reporte-les des choses qui ne dépendent point de nous sur celles qui en dépendent. Et pour tes désirs, supprime-les entièrement pour le moment. Car si tu désires quelqu'une des choses qui ne sont pas en notre pouvoir, tu seras nécessairement malheureux. Et pour les choses qui sont en notre pouvoir, tu n'es pas encore en état de connaître celles qu'il est bon de désirer. En attendant donc que tu le sois, contente-toi de rechercher ou de fuir les choses, mais doucement, toujours avec des réserves et sans te hâter. Hmm. Et sans te hâter. Et oui. C'est un doux mot de la fin, ça, je trouve. Prendre le temps. Merci, Merci, Séverine. Missia, pour cet échange. Merci aussi. C'était très instructif et je relirai Épictète. Et oui. Et je reviendrai au recadrage.